Et nous recevons là ce soir Monsieur Philippe Muret, qui est assistant de Marine Le Pen au Parlement européen, qui est conseiller économique au sein de l'équipe de Marine, qui est président du collectif Nouvelle Écologie, et qui vient ce soir nous parler à la fois de l'euro et du programme économique du Front. Merci beaucoup. Alors on va commencer sur le sujet de l'euro et après c'est une conférence débat, donc on fera une séance de questions, enfin vous poserez toutes les questions que vous voulez et ensuite on parlera rapidement du programme économique et de quelques lignes importantes du programme économique. Alors la première chose que je voulais vous dire sur l'euro, c'est vous rappeler tous les arguments d'autorité qui vous ont été cités. Parce que c'est les mêmes arguments d'autorité qui vous sont cités maintenant, en nous disant que si on sortait de l'euro, qu'on passait à une nouvelle monnaie nationale, alors que la France a eu une monnaie pendant 1000 ans, ça serait catastrophique. Donc rappelons-nous les arguments d'autorité d'hier pour comprendre en quoi les arguments d'autorité d'aujourd'hui peuvent être faux. Donc, par exemple, Michel Rocard dans Ouest France, 27 août 92, nous disait « La monnaie unique, donc vous pouvez le lire, sera moins de chômeurs et plus de prospérité ». Un petit peu rigoler, c'est exactement pas ça. Moins de bureaucratie et plus de démocratie, c'est aussi l'inverse. Valéry Giscard d'Estaing, en 92, qui nous disait alors, si le traité de Maastricht était en application, finalement, la communauté européenne connaîtrait une croissance économique plus forte, donc un emploi amélioré. Pareil pour Michel Sapin en 92, qui était déjà ministre des Finances il y a 24 ans. Ségolène Royal, je crois, qui était ministre de l'écologie. Ouais, en même temps que Sapin, il me semble, il y a des photos. Pareil pour Martine Aubry. Donc vous voyez que ces arguments d'autorité ne marchent pas. Mais de la part de politique, vous pouvez croire aux grands patrons d'entreprises de CAC 40. Alors, ils ont sorti dans Le Monde en 92, au même moment du traité de Maastricht, une grande tribune avec la moitié des dirigeants du CAC 40 et des patrons de presse et de journaux, et qui disent justement aussi la même chose. L'euro sera l'un des piliers d'une cohésion nouvelle, c'est un acte de confiance dans l'avenir, un facteur d'espérance, d'optimisme, etc., etc. Et en fait, là-dedans, vous vous rendez compte qu'il y a quand même quelqu'un de la Banque de France, le président d'EDF, le président d'AXA, de Saint-Gobain, d'Air France, etc. Vous avez tous les beaux noms. Donc tous les beaux noms que vous entendez vous raconter que l'euro sera une catastrophe, vous raconterez que l'euro serait formidable. D'accord ? La sortie de l'euro serait une catastrophe. Vous raconterez que l'euro serait formidable. Donc faites attention aux arguments d'autorité. Vous ne laissez pas prendre parce que vous avez vu avec cette caste que parfois il y a des grosses erreurs. Voilà par quoi je voulais commencer. Alors, je voulais absolument avoir ce projecteur parce que quand on parle d'économie, en fait, quand on n'a pas de courbe, etc., on peut raconter beaucoup de choses approximatives. La première chose que je voulais vous montrer comme graphique, c'est un graphique qui vous montre ce qui se passe avant l'euro et après l'euro. Alors les courbes ne sont pas disponibles pour l'Espagne sur très longue durée depuis 1960, mais ça donne la même chose. Vous voyez que toutes les courbes de la production de l'industrie, donc en rouge c'est l'Allemagne, en bleu la France, vert et orange l'Espagne. Toutes les courbes se suivent jusqu'à la création de l'euro en 2001. Exactement la même progression de l'industrie dans tous les pays d'Europe. Et d'un coup, il y a la création de l'euro, et vous voyez que l'Allemagne continue à monter aussi fort, alors que la France baisse, et que l'Espagne et l'Italie baissent encore plus. Et donc là, j'ai pris les 4 grands pays de la zone euro. Donc vous voyez que l'euro a eu un effet incroyable, puisqu'il a cassé le parallélisme des courbes de l'industrie, le fait que les industries se développaient partout. On voit qu'il a verrouillé vers le bas les industries françaises, espagnoles et italiennes, et il a permis à l'Allemagne de continuer. On va essayer de comprendre. Donc, je vais vous donner l'anecdote qu'on voit, mais qui est loin d'être anecdotique, c'est dans un secteur particulier, la production de voitures a divisé par 2 en France. On est passé de 3 500 000 voitures produites à 1 700 000. Alors que l'Allemagne, elle, voyait aussi ses ventes de voitures progresser. Ça a été très violent pour la région de Besançon, notamment où il y avait Peugeot, et la région parisienne, où il y avait Renault. En fait, avant l'euro, les Français étaient spécialistes en petites voitures. Alors c'est un peu de notre faute, on avait des voitures de luxe, mais on les a tellement taxées qu'on a fini par tuer toutes nos marques de luxe. Ça, c'est une vraie erreur de politique économique qui a été faite. Mais en tout cas, on avait conservé le segment des petites voitures, on était les rois en Europe. Et les Allemands faisaient les grosses voitures. Avec l'euro, les Allemands ont gagné tellement de compétitivité sur les prix
que finalement, ils ont aussi été totalement compétitifs sur les petites voitures et nous ont taillé des croupières. Alors, de quoi vient ce problème de l'euro? Est-ce que ça vient des ouvriers, des cadres, des ingénieurs français, etc. Alors, quand vous regardez la productivité du travail en France et en Allemagne, vous vous rendez compte que la France arrive à augmenter plus vite sa productivité du travail qu'en Allemagne. Donc, le problème n'est pas basé sur un problème de qualité du travail français, etc., ou d'ouvriers français ou d'ingénieurs français qui seraient nuls. Le sujet n'est pas là. D'ailleurs, si on mettait les mêmes courbes, mais je simplifie, parce qu'on n'a pas assez de temps, si je mettais les mêmes courbes pour l'Italie et l'Espagne, là, vous verrez que les courbes sont très, très en dessous de productivité, notamment pour l'Italie, un peu pour l'Espagne, et n'en parlons pas pour la Grèce. Le problème qu'on a, c'est l'évolution du coût du travail, en fait, en France et en Allemagne. L'évolution des salaires, tout simplement. Alors ça, c'est les salaires avec l'inflation à l'intérieur. En Allemagne, grosso modo, il y a eu un écart de hausse de salaire de 20% entre l'Allemagne et la France. Et ces 20% d'écart font quoi? Font que les entreprises ne sont plus compétitives en France parce qu'elles ont 20% de coûts salariaux en plus pour produire qu'en Allemagne. D'accord? Alors, vous me direz, en Allemagne, juste pour préciser, en fait, les salaires du tiers de la population la plus pauvre ont baissé de 15% entre 2000 et 2010. Ce sont les statistiques allemandes. Sachez, on ne va pas vous le dire dans les médias, mais que l'espérance de vie de cette partie de la population allemande a baissé de 2 ans. Ça, je l'ai retrouvé dans des documents de Die Linke et qu'il donnait le lien sur l'INSEE allemand. Donc vous voyez à quel point cela va. C'est-à-dire que l'espérance de vie des Allemands a monté pour les 2 tiers de la population et pour 1 tiers de la population, les plus pauvres. Donc l'équivalent des SMICards, elle a baissé tellement les conditions de vie se sont dégradées. Évidemment, ce problème de coûts salariaux différents a fait qu'avant l'euro, la France était excédentaire, exportait plus qu'elle importait, elle avait un excédent de sa balance commerciale. Or, aujourd'hui, on se trouve avec un déficit de la balance commerciale qui commence au moment de l'euro et qui s'enfonce sans cesse. C'est exactement les mêmes courbes et le même phénomène pour l'Italie et l'Espagne, ce qui est logique puisque l'euro a détruit l'industrie française, une partie de l'industrie française, italienne et espagnole. À l'inverse, l'Allemagne a un excédent absolument considérable, c'est du jamais vu, quoi. Ils ont 9% du PIB dans l'histoire économique, ça ne s'est jamais vu un excédent pareil. Donc en fait, toute la croissance allemande de ces dernières années n'est venue qu'une chose, c'est de voler la croissance à l'extérieur, de prendre la croissance à l'extérieur, parce que les exportations qu'ils font vers nous, c'est des importations et c'est de la croissance en moins, ce qui est de la croissance en plus pour nous. Et je vais vous le montrer sur une autre courbe. Voilà les ventes de détail françaises et allemandes, donc la consommation grosso modo de biens en Allemagne et en France. Vous voyez qu'en Allemagne, aucune hausse de la consommation en 15 ans. Alors il y a 2 effets, il y a un petit effet qui est la baisse de la démographie allemande, alors que la démographie française est dynamique, mais le vrai effet, c'est qu'il n'y a pas eu de hausse de salaire et on le retrouve en plein dedans. Vous voyez, vente de détail allemande, 0. Donc en fait, l'Allemagne, ça montre bien que la croissance de l'Allemagne, c'est de la croissance captée à l'extérieur en tant que passager clandestin. Bien, et donc toute cette croissance captée qui a détruit notre industrie, finalement, a fait que le PIB de la France, qui évoluait de façon assez rapide, s'est mis, vous voyez, c'est une courbe qui tend vers 0. Voilà, on est maintenant quasiment à 0 croissance, et avec 0 croissance en économie capitaliste, c'est de plus en plus de chômage, forcément. Et quand vous avez... Alors, regardez les courbes, là c'est les courbes les graphiques de PIB. Alors on vous dit, c'est juste pour vous montrer les arguments d'autorité comme ils sont faux. Vous voyez, la courbe rouge, la croissance depuis 2008, depuis la crise de 2000, donc juste avant la crise et juste après, vous voyez que la croissance de l'Allemagne, c'est l'Allemagne qui en a plus tiré son épingle du jeu, c'est normal, elle a son industrie encore alors que la France continue à la voir se détruire. Vous voyez que l'Italie, par contre, qu'on vous présente comme un modèle, hein, vous avez entendu, depuis 6 mois, on vous dit que Renzi, formidable, il a créé des millions d'emplois. Alors, un petit truc étonnant, c'est qu'il s'est fait battre à plat de couture aux élections, et on comprend pourquoi. Vous regardez la courbe verte, il n'y a aucune inflexion. L'Italie ne voit aucune croissance de son PIB, malgré ce que disent les journalistes. Et quand on se plaint en tant que Français, vous voyez comment les Italiens sont plus mal barrés, c'est-à-dire que la richesse a baissé de 10% depuis 5 ans. Donc la situation est, vous la sentez violente dans notre pays, mais en Italie, c'est beaucoup, beaucoup plus violent, quoi. Et ne parlons pas de la Grèce, où là, bien sûr, la richesse a baissé de 20%.
Mais même dans des pays dont vous parlez de temps en temps, comme la Finlande, un exemple pour l'Europe, vous voyez que la Finlande aussi a une baisse de sa richesse depuis 2008. C'était des pays qui étaient cités en exemple il y a 5 ans dans la presse comme des pays magnifiques qu'on devait suivre. Ils sont aussi des problèmes. Donc l'euro, c'est un problème parce qu'il a détruit l'industrie, notamment du sud de l'Europe, mais ce n'est pas qu'un problème pour la France, c'est un problème beaucoup plus grave pour l'Italie, l'Espagne et la Grèce, et c'est un problème aussi pour les pays du nord de l'Europe. Évidemment, quand vous avez plus de croissance, votre dette publique, elle augmente, parce qu'il faut bien payer les retraites, il faut bien payer toutes les dépenses qui augmentent, parce qu'on a un pays qui vieillit un petit peu. Il y en a encore que pour 5 ans à peu près, ce qui vieillissent, où on aura encaissé de loin le plus dur. Et du coup, qui a aussi des dépenses de santé qui augmentent. Et donc, si vous n'avez pas d'augmentation de la richesse, forcément, votre dette va augmenter, parce qu'il y a toutes les autres dépenses qui filent, à moins de réduire considérablement les programmes de santé. Voilà. Alors, juste pour vous montrer, quand on nous dit qu'on devrait faire des efforts en France sur les salaires, etc., vous voyez, en fait, ça, c'est les courbes des ventes de détail pour tous les pays depuis 2008. Alors, vous voyez comment ça s'est effondré en Espagne. Donc, les consommatrices espagnoles ne pouvaient plus mettre que 70% de ce qu'elles mettaient avant la crise dans leur chariot quand elles faisaient des courses. Voilà la violence de la crise. Vous voyez, pareil pour l'Italie, on est à moins 8%. Et en fait, s'il n'y avait pas la France, la consommation française qui tirait la zone euro, toute la zone euro s'effondre. Ça, c'est très important. Ça veut dire que si on fait une austérité très forte, il n'y aura plus de vente de détail, de croissance de la consommation en France, donc toute la zone euro s'effondre. Et c'est très clairement les programmes de l'UMP, puisque le programme de Juppé, de Fillon, etc., même Alain Madelin a dit que c'était complètement dingue, comme c'était, à tel point c'était libéral. Pour lui, c'est du Robin des Bois inversé, voler aux pauvres pour donner aux riches. C'est ce qu'a dit Alain Madelin, voilà. Alors que vous vous rappelez, Alain Madelin, c'était le plus ultra-libéral de tous les gens de l'UMP. Quand il prévoit de couper 100 milliards d'euros dans les dépenses publiques, alors déjà on ne sait pas où, puisque on a taillé dans les dépenses jusqu'à la défense, jusqu'à la police, jusqu'à la justice, donc toutes les dépenses régaliennes, on ne peut plus tailler dedans. Si on taille encore dans les dépenses publiques, avec le multiplicateur, ça ferait à peu près 150 milliards de PIB en moins. Donc ça ferait 7,5% de récession sur la période. C'est ce qu'on a vu en Grèce, c'est ce qu'on a vu en Espagne à chaque fois qu'on a fait de l'austérité. Donc vous voyez à quel point ces programmes sont idéologiques et ne sont absolument pas guidés par le bon sens. Il suffit de regarder ce qui s'est passé en Espagne, en Italie, en Grèce et dans tous ces pays-là où on a expérimenté tout cela. Voilà, donc pour résumer, en fait, cette monnaie trop chère nous a fait perdre notre industrie. L'industrie est essentielle pour une raison, c'est que c'est là où il y a des gains de productivité. Pour ceux qui sont infirmiers dans des hôpitaux, vous imaginez bien qu'il y a des petits gains de productivité, mais très faibles. Le malade a toujours besoin de voir son infirmière un quart d'heure ou des choses comme ça. De la même manière, pour tous les métiers de service, il y a très peu de gains de productivité. C'est pour ça que l'industrie est fondamentale. Ces gains qu'on fait pour produire plus avec la même personne sont redistribués ensuite dans l'ensemble de l'économie. D'accord ? Donc si on perd notre industrie, on perd notre possibilité d'enrichir l'ensemble de la nation. Puis on perd aussi la possibilité de payer l'énergie qu'on est obligé d'aller acheter à l'extérieur et tous les autres biens. Donc cette perte de notre industrie a entraîné une très faible croissance. Donc d'un côté, on n'a pas d'emploi du côté des ménages, une faiblesse, voire une baisse des salaires qui est en train de se mettre en place. Du coup, il n'y a pas de cotisation sociale, donc les trous dans les systèmes de retraite, les trous dans la sécurité sociale et les trous dans l'assurance chômage. L'assurance chômage, c'est 35 milliards. En gros, le chômage à ce niveau-là, ça coûte largement plus de 50 milliards à l'État français. D'ailleurs, une chose très importante, c'est que s'il n'y a pas de croissance, s'il y a trop de chômage, on n'a pas de cotisation sociale, donc on ne peut plus augmenter les retraites, on ne peut plus que baisser les retraites ou baisser les dépenses de santé. Et c'est ce qu'on voit se mettre en place de plus en plus. Une autre chose importante, du côté des entreprises, puisque les salariés et les entrepreneurs sont complètement indissociables, ça crée des difficultés, puisque quand il y a un monde sans croissance, on se base sur les prix, toutes les entreprises, je pense que ceux qui travaillent dans les milieux le savent, on se base sur les prix, on baisse les marges, il y a de nombreuses faillites d'entreprises, et il n'y a pas de rentrée fiscale non plus. Donc on se retrouve, in fine, au terme du processus, avec des déficits et des dettes publiques, des problèmes pour les régimes de retraite et de sécu, et donc on fait de l'austérité, et on repart dans des cercles qui continuent comme ça tout le temps. Alors,
pour ce qui est de retrouver notre souveraineté monétaire, sachez qu'on n'est pas seul. Il y a 133 économistes, c'est sur le site du Front National, là c'est un peu petit à lire parce qu'il y en a tellement, qui remettent en cause l'euro et la zone euro. Donc on n'est absolument pas les seuls sur ce sujet. Alors, avant de poser les questions, je voulais juste vous dire, si on passe à notre monnaie, que va-t-il se passer? Tout simplement, on va prendre 1 euro égale 1 franc pour qu'il n'y ait aucun changement dans la perception des prix. Parce que c'est compliqué de passer du franc à l'euro avec le rapport de 6,55. Donc pour qu'il n'y ait aucun changement, 1 euro égale 1 franc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un salaire de 2 000 euros, vous aurez un salaire de 2 000 francs. Si vous aviez 3 000 euros sur votre compte en banque et 2 000 euros sur un compte d'épargne, vous aurez 3 000 francs et 2 000 francs. De la même manière, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si vous aviez un loyer de 500 euros, vous payeriez un loyer de 500 francs. Vos courses, de la même manière, vont presque pas bouger. Il y aura un tout petit peu d'inflation, on pourra en parler, mais elles vont presque pas bouger. Donc il n'y a rien qui change en fait à ce niveau-là. De la même manière, la dette de l'État qui est de 2 000 milliards d'euros, ça sera 2 000 milliards de francs. C'est l'Alex Monetae, c'est du contrat en droit français. Automatiquement, ça suit la monnaie. Quoi d'autre à dire là-dessus? La dette des entreprises, de la même manière, ces dettes sont en droit français. Donc si une entreprise a une dette de 100 000 euros à la banque, elle doit 100 000 francs. Donc en fait, rien n'a changé. Du jour au lendemain, c'est assez simple à faire. Il suffit de demander aux banques le vendredi soir que tous les comptes soient en francs le dimanche et que la monnaie soit le franc, et il n'y a rien qui change uniquement. Simplement, les vieux billets en euros seront acceptés pendant une semaine et après, ils seront poinçonnés par les banques avec, comme on a fait à chaque fois qu'on a changé de monnaie, on met un poinçon, le temps de fabriquer les nouveaux billets qui seront prêts dans un mois. Il faut à peu près un mois, on a pas mal d'usines de fabrication de billets en France. Et pendant ce temps-là, on tournera avec cette monnaie-là, avec ces euros-là. Donc il n'y a absolument rien qui change. En revanche, on peut avoir peur de garder l'euro, parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi bancaire, qui a été mise en place. Marine en a parlé, mais évidemment, il y a eu extrêmement peu d'articles sur le sujet, mais elle n'a pas été reprise. Le Figaro a fait un article, je crois, au début de l'année. C'est le seul qu'on ait vu. Qui dit quoi? Qui dit que s'il y a une banque qui est en faillite, pour pas que ça pèse sur les finances des États, en fait, donc si une banque est en faillite, on va prendre l'argent des clients sur le compte. Donc, on va prendre une partie de cet argent sur les comptes pour recapitaliser la banque. Donc, on va vous spolier de votre bien, vous ou les entreprises qui ont un compte dans cette banque. Sachant qu'en plus, c'est tordu parce que c'est des groupes bancaires, c'est-à-dire Crédit Lyonnais, Crédit Agricole étant le même groupe. Si vous avez de l'argent sur les deux, vous serez ponctionné sur les deux, etc. Alors, il y a un plancher de 100 000 euros qui a été mis, mais le plancher peut être révisable à tout instant, c'est écrit dans la loi. Donc, ils peuvent demander, ce plancher dépend des conditions économiques. Donc, si on reste, en fait, dans l'euro, avec cette loi bancaire qui est une pure folie, ça veut dire qu'en fait, on n'est absolument pas sûr que l'argent en banque ne soit pas spolié en partie pour recapitaliser les banques. D'ailleurs, c'est le projet, hein, c'est pour ça qu'ils ont voté cette loi. C'est pour les recapitaliser par les particuliers. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Et dernière chose, et après on passe aux questions sur l'euro avant de passer à d'autres sujets de politique économique. Quel est l'intérêt et pourquoi on tient tant à retrouver notre monnaie? Et pourquoi Marine a complètement raison? Moi, avant que je vienne au front, je travaillais sur l'euro et sur ces sujets. J'ai fait un livre avec Jacques Sapir, scénario de dissolution de la zone euro. J'ai fait beaucoup d'articles dans Marianne et dans d'autres journaux qui voulaient bien nous publier. Et la chose très importante, vous voyez qu'on vous parle tout le temps de compétitivité à l'extérieur des entreprises françaises. Oui, c'est vrai, pour une fois, c'est une chose que le système dit et qui est vraie. On le voit dans le déficit commercial, on arrive moins à exporter qu'on importe, on a un problème de compétitivité. Alors, effectivement, il y a deux manières de le faire. Il y a la loi travail, on casse les droits des salariés et on se débrouille pour que les salaires baissent. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'Espagne avec des baisses de salaire de 20%. On peut faire ça. Mais je pense que ça va être compliqué pour tout le monde, ceux qui doivent payer des loyers, etc. Ça va être compliqué pour tout le monde. Soit il y a une façon indolore, c'est de déprécier la monnaie. On déprécie notre monnaie de 25% face aux marques. On n'a pas besoin par rapport à l'Italie et l'Espagne de déprécier, mais face aux marques, et on n'a plus de problème de compétitivité de nos entreprises. Et je peux vous dire que les Allemands en ont une trouille bleue. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Les Peugeot fabriqués à Besançon,
elles vont se fabriquer beaucoup moins cher que les Volkswagen fabriqués en Allemagne. Et là, les Volkswagen, en fait, toutes les parts de l'industrie allemande automobile dans les petites voitures vont baisser très fortement. Donc, ça sera créateur d'emplois en France, très positif pour la croissance de la France. On l'avait évalué avec Sapir à 3-4% sur la première année et à peu près pareil la deuxième année. Ça va nous donner une grosse bouffée d'oxygène, mais ça sera très violent pour l'économie allemande forcément. Ça sera du moins 1 à moins 2% de récession au moins pour l'Allemagne. Et après, ça nous fait une énorme bouffée d'oxygène parce qu'une fois qu'on a ça, ça fait beaucoup de rentrées fiscales, ça fait beaucoup de création d'emplois, donc tout se débloque, vous voyez. Pour les entreprises, ça va mieux, pour les salariés, ça se débloque pour tout le monde. Et là, on peut relancer. Alors que là, si on relance, le problème, c'est que ça part à l'extérieur systématiquement. Un autre point essentiel, c'est que si la France est entraînée vers le fond par une crise économique mondiale, eh bien dans ce cas-là, on peut créer un peu de monnaie, on peut imprimer quelques billets pour relancer l'économie avec des projets utiles, qui peuvent être des projets d'isolation de bâtiments publics pour relancer le bâtiment, des projets de transition énergétique, des projets, plein de projets, quoi. Projet de rénover les rails, à vitesse accélérée, parce que vous savez comment le rail est en train de devenir dangereux sous l'effet de la libéralisation. Et donc ça créera de l'emploi et ça nous permettra, c'est indolore pour le budget français. On peut créer de la monnaie de façon raisonnable, c'est-à-dire 2% du PIB, pour relancer l'économie, ce qu'on ne peut pas faire à l'heure actuelle. On est obligé de faire endetter l'État. L'autre chose importante, c'est que ça enlève le pouvoir des banques sur le gouvernement. Parce qu'on a fait quand même un truc complètement fou en 1973. C'est pas de la faute de Pompidou, c'est de la faute de Giscard d'Estaing, qui était ministre à ce moment-là. Et en fait, ils ont décidé de couper le lien, c'est quand même très étonnant, entre l'institution publique qui s'appelle la Banque de France, qui gère la monnaie pour tous les citoyens et toutes les entreprises, et l'État. C'est-à-dire qu'avant, l'État avait le droit d'emprunter à la Banque de France, qui gère la monnaie, qui a le droit de prêter de la monnaie sans aucun problème. Et on a mis les banques au milieu. Donc les banques se sont servies depuis 40 ans à emprunter à la Banque de France pas cher pour reprêter à l'État, institution publique très chère. C'est du pur parasitisme. Et ce n'est pas des petits montants, c'est des centaines de milliards d'euros qui sont à l'heure actuelle prêtés par les banques à l'État français. Donc, et là, alors c'est un double effet. C'est un effet d'enrichir les banques, mais c'est un effet de que les banques tiennent le ministre de l'économie et tiennent le gouvernement. Parce qu'à un moment donné, c'est elles qui prêtent beaucoup à l'État. Il n'y a pas que les particuliers, elles prêtent beaucoup à l'État. Elles peuvent dire « Ah, si vous ne faites pas ça, nous, on ne va pas vous prêter ». En tout cas, l'État sait qu'il doit plaire aux banques pour que les banques lui prêtent. Là, on renverse le jeu. C'est l'État qui est le maître, puisque c'est lui qui reprend la main sur la Banque de France et qui nommera le gouverneur, au lieu d'avoir une banque centrale européenne. Et donc, c'est lui qui tient les banques. Et ça, c'est formidablement important, parce que ça évite le pouvoir de la finance. De la même manière, d'ailleurs, une chose très importante, c'est le Conseil de politique monétaire de la Banque de France. Donc, c'est très loin pour le citoyen, et on ne demande pas à tout le monde de comprendre ce qu'est la monnaie, c'est très compliqué. Mais ce Conseil de politique monétaire, ce qui est très important, c'est qu'il serve à tout le peuple et à tous les entrepreneurs. Or, à l'heure actuelle, c'est qui se rencontre à ce Conseil? C'est que des financiers. Donc, en fait, ils agissent pour les financiers. Ils n'entendent même pas la voix du chef d'entreprise, ils n'entendent pas la voix du salarié, ils n'entendent pas la voix de l'économie réelle. Donc ce Conseil de politique monétaire de la Banque de France doit avoir des financiers, évidemment, mais aussi des chefs d'entreprise et des représentants des salariés et des représentants de la puissance publique, pour que l'ensemble de l'économie soit représenté et que la Banque de France travaille pour le bien de l'économie, de toute l'économie, pas seulement pour le bien de la finance. Autre chose qui va vous paraître pas une chose importante, mais qui est dans le programme du Front National qui a été mis, c'est le fait que déjà la France va pouvoir faire en sorte que ces banques arrêtent de faire n'importe quoi en prêtant à la spéculation et en ne prêtant pas à ces entreprises. Parce que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, il y a plein d'entreprises qui sont solvables et à qui on ne prête pas. Et donc on va pouvoir mettre en place une chose très simple, des coefficients de réserve obligatoires qui diront à la banque, si vous prêtez à la PME du coin, enfin aux PME et aux entreprises, dans ce cas-là, ça vous coûtera très peu cher en fonds propres. Si vous prêtez à la spéculation dans les marchés financiers, dans ce cas-là, ça vous coûtera très cher en fonds propres. On n'invente rien. C'était des mécanismes qui étaient en place pour diriger l'argent là où l'économie en a besoin. De la même manière, s'il y a une bulle immobilière, ça ne sert à rien de continuer à prêter dans l'immobilier. Il faut au contraire calmer. Et l'État peut relever ses coefficients de réserve pour faire que les banques prêtent moins. Donc l'État peut gérer un peu les banques. Pourquoi il faut gérer les banques? Parce que
J'ai travaillé dans la finance de marché, je travaillais au CIAL à Strasbourg, jusqu'en 2005 où j'en ai démissionné, après je travaillais à Paris aussi, et j'en ai démissionné écœuré par la corruption dans les marchés financiers, donc je connais bien ce sujet. Et si vous voulez, le problème c'est que la finance, vous n'avez pas intérêt à faire des choses sérieuses, vous avez intérêt à faire tous la même chose. Parce que pendant 2 ou 3 ans, s'il y a une bulle sur l'immobilier, que vous en êtes absent en tant que banquier, ça va vous poser des problèmes. Et 3 ans, c'est long. Votre patron va vous dire, mais vous faites une grosse erreur, quoi. Vous voyez, donc vous avez intérêt, les gens ont intérêt à faire tous la même chose. C'est pour ça que la finance doit être régulée et pas laissée à l'abandon. Sinon, vous êtes sûr de vous envoyer dans des délires spéculatifs à un moment ou à un autre. Donc voilà, je vous ai présenté donc les idées, pourquoi on a besoin, pourquoi passer à une nouvelle monnaie est essentiel et ce qu'on peut en faire avec. Voilà, donc si vous avez des questions, on va faire une série de questions sur le sujet puisque ça doit être un débat, tout ça. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez expliqué que le passage au franc n'occasionnerait pas de dévaluation de la monnaie. Si je me souviens bien, M. Sarkozy avait parlé du fait que la dette était libellée en euros et que donc si on passait au franc, on aurait une dette qui artificiellement allait exploser. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont retenu et on a du mal à contre-argumenter. Alors d'un autre côté, on peut faire l'appliquer, vous dites voilà, un franc aura pour valeur 1 euro et inversement. Et d'un autre côté, vous nous dites, ce qui est vrai, il faudrait dévaluer pour aider notre économie à s'en sortir. Alors c'est une deuxième chose qui fait peur. Quand on discute avec des gens qui ont on va dire, la génération d'après-guerre, c'est des gens qui souvent ont peur de perdre un peu leurs économies et leurs avantages. Et dès qu'ils entendent le mot dévaluation, alors là, les choses restent. Donc, comment on peut argumenter de façon efficace en leur expliquant que c'est l'intérêt collectif et que forcément que ça peut les avantager eux seuls de façon individuelle. C'est difficile. C'est tout à fait, vous avez raison. D'ailleurs, Sarkozy a menti comme un arracheur de dents. Je connais l'article dont vous parlez. Il avait dit que la dette de la France doublerait, voire triplerait. Ce qui est absolument faux, parce que, à la rigueur, c'est faux, mais s'il y a une dévaluation de 20%, vous pouvez imaginer qu'elle augmente de 20%. Vous voyez la dette de la France. Alors, première chose, ce n'est pas le cas parce que, comment on peut argumenter là-dessus ? Vous pouvez dire à chaque fois qu'il y a une... Moi, l'exemple que je donne, c'est, vous savez, la Tchécoslovaquie s'est séparée en deux en 1995. Donc, le pays, en fait, d'un côté, ils ont divisé la dette en 2 parties, et puis ils ont changé de monnaie, puisqu'ils avaient la même monnaie, ils ont réparti les dettes, la monnaie, ils ont changé de monnaie, et ils sont retrouvés, en fait, vous avez bien vu qu'il n'y a eu aucun problème. D'accord ? Donc il n'y a eu aucun problème, pourquoi ? Parce que les pays, chacun a pris sa dette dans la monnaie du pays, qui est du pays de la Tchéquie, et la monnaie slovaque pour la dette slovaque. Après, c'est la règle internationale, c'est la Lex Monetae. Donc vous pouvez dire aux gens, allez voir Lex Monetae, tapez Lex Monetae dans Internet, et vous verrez la réponse, c'est toujours ce qui a été appliqué. C'est la loi internationale. Autre chose, vous pouvez les rassurer, la dévaluation sera faible. Alors, donc, l'autre chose, première chose, nous on a besoin d'une dévaluation par rapport à l'Allemagne et à quelques pays du Nord. Mais la dévaluation du franc, elle sera de quelques pourcents en moyenne par rapport à l'euro actuel. En fait, elle sera de moins 8% à peu près. Donc elle sera faible. Vous pouvez leur rappeler aussi que leur monnaie, l'euro, alors pour le problème de leurs économies, rappelez-leur que leur monnaie, qui est l'euro, a baissé de 25% en 1 an face au dollar et à l'ensemble des devises du monde. Est-ce qu'ils ont vu leur épargne baisser ? Je vais vous dire, c'est l'argument qui tue de toute manière. C'est maintenant l'argument que dit Marine ou Florian à chaque fois, parce que c'est l'argument qui tue. Notre monnaie a baissé de 25% par rapport aux autres monnaies. Votre épargne n'a pas bougé. Donc pourquoi ça ne serait pas le cas une fois qu'on revient à notre monnaie nationale ? Vous comprenez bien. Deuxième chose, ils peuvent regarder dans le passé. En 1958, quand il y a eu la double dévaluation de Gaulle, je crois que c'était autour de 30%, un peu plus de 30% la somme des deux dévaluations. Premièrement, il n'y a pas eu de poussée d'inflation faible. Et deuxièmement, personne n'a perdu ses économies. D'accord ? Quatrième chose, je pense qu'il faut faire peur aussi aux gens qui veulent trop se recroqueviller, parce qu'il y a quelque chose de quand même assez violent. Et vous n'êtes pas dans ce cas-là du tout, évidemment, parce que vous êtes avec nous. Mais parce que, voilà, on ne peut pas se tirer une partie de la population contre les autres. C'est que les personnes âgées, leurs retraites, rappelez-leur, sont payées par les salariés et par les cotisations sociales. Et pourquoi elles sont bloquées ? C'est parce que l'emploi est bloqué depuis 8 ans et qu'on ne peut plus augmenter les retraites. Si l'emploi ne démarre pas,
grâce à une croissance économique, ou si les salaires baissent, et donc les cotisations sociales baissent, les retraites baisseront. Et c'est ce qu'on voit arriver. D'ailleurs, les salaires des fonctionnaires, comme il n'y a plus d'argent dans les caisses, sont stables depuis 7 ans, c'est-à-dire baissent depuis 7 ans, et les retraites sont maintenant bloquées. Donc on est tous liés, quoi. C'est-à-dire que les retraités sont liés aux actifs de façon irrémédiable. Et que s'il n'y a pas de création de richesse, ça va être très difficile pour les retraités aussi, quoi. Voilà ce qu'on peut dire dans les arguments positifs ou négatifs sur ces sujets-là, quoi. Une autre question? Oui, alors ma question, c'était au titre que vous voulez sortir de la zone euro, mais pas de l'Union européenne. Mais le problème, c'est que dans les traités européens et dans le droit européen, il n'y a rien qui le permet. Enfin, le seul article qui permet de sortir de l'Union européenne, c'est l'article 50, donc le traité de Lisbonne. Comment vous voulez faire pour sortir de la zone euro sur l'Union européenne sans être en contradiction avec le droit européen? Alors tout à fait. Alors les traités, en fait, en règle générale, sont faits pour être déchirés quand ils sont plus adaptés. C'est-à-dire que le nombre de traités que la France a signés depuis 300 ans est déchiré, enfin depuis même 1000 ans est déchiré, les autres pays. Alors faut pas le faire tout le temps, parce que sinon ça crée une instabilité très forte. Mais quand les traités posent un vrai problème, ils sont déchirés. Alors l'autre chose, c'est qu'on s'adaptera. Alors, de toute manière, ce qui est très clair maintenant, c'est qu'on fera un référendum, on va aller voir l'Union. Donc si Marine gagne l'élection présidentielle, on forme le gouvernement, et après les législatives, si tout se passe bien, et là, on va négocier avec l'Union européenne. Et on va demander la fin du statut des travailleurs détachés, les 500 000 personnes qui travaillent en France et qui ne payent pas de cotisation sociale. On va demander le retour, que la monnaie soit gérée, donc le retour de la possibilité de créer de la monnaie, la possibilité d'écrire nos lois, la supériorité des droits français. Et après, on fera un référendum, on fera un débat, on reviendra de Bruxelles en disant ce qu'on a obtenu, enfin des accords de libre-échange, etc. On reviendra dans les Français, on fera un débat sur le sujet, et on leur dira, si on a obtenu très peu, il faut absolument sortir, si on a obtenu ce qu'on voulait, il faut rester. Et là, il y aura un référendum sur le sujet. Donc l'euro et l'Union européenne seront traités de toute manière ensemble. Mais de toute manière, ça ne poserait aucun problème de sortir de l'euro et de rester dans l'Union européenne. Ça, parce qu'en fait, c'est une question de rapport de force. Je peux vous assurer que la Constitution française, regardez-la, et regardez-la comme elle a été piétinée. La souveraineté est une et indivisible, on a filé les 3 quarts à l'Union européenne. Les constitutionnalistes ont dit oui, c'est très bon, ça, tout marche bien. La Constitution de 46, c'est un ami qui m'a montré, les infrastructures nationales d'utilité publique ne peuvent pas être vendues. Vous voyez le nombre d'aéroports qu'on a vendus. Là, on est en train de vendre le réseau de transport d'électricité, tous les câbles électriques. C'est vraiment des infrastructures nationales d'utilité publique. Je peux vous dire que ça ne leur pose pas de problème pour piétiner la Constitution. On ne veut pas piétiner la Constitution, mais vous voyez, le droit s'adapte toujours au rapport de force. Il ne faut pas sanctuariser les traités. Moi, je vais poser une question, parce qu'on a oublié un détail, c'est que demain, c'est le vote anglais. Donc, on verra si les Anglais vont voter pour rester de l'Europe ou sortir. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que la présidence, en janvier 2017, est décernée à l'Angleterre. Et même si les Anglais votaient non au Brexit demain, il faut savoir que c'est le gouvernement anglais qui doit ratifier la décision de sortir de l'Europe. Alors, il y a un imbroglio législatif, et en plus, il faudrait 2 ans, je crois, pour réellement négocier la sortie de l'Europe, de l'Angleterre. Mais ça permettrait aussi à d'autres peuples, comme le Portugal, qui veut sortir de l'Europe, la Finlande, je crois, et 2 autres pays comme de l'euro, voilà. Donc demain, ça serait intéressant de savoir qu'est-ce que le peuple anglais aura décidé. Et je pense que ça a pu donner un élan à d'autres peuples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était possible de sortir de l'Europe, de cette Europe de l'euro. Tout à fait. Mais d'ailleurs, l'Angleterre aura, à mon avis, pas du tout de problème de catastrophe économique, et tous les peuples pourront voir que ce n'est pas la catastrophe de sortir de l'Union européenne. Ça, je veux bien prendre le pari. Et ils n'auront pas de catastrophe économique s'ils sortent d'Europe. D'ailleurs, pour vous dire, de la même manière, ces arguments fallacieux d'autorité, en fait, de ces gouvernements qui, du coup, se délégitiment à dire ça. Lors du référendum pour l'euro en Suède, je crois que c'était en 2003, pour entrer dans l'euro, il y a eu une énorme pression du gouvernement et de toute la classe politique, l'équivalent de l'UMPS français, qui ont dit oui, ça sera la catastrophe si on rentre pas dans l'euro, etc. Il faut absolument voter pour. Les Suédois ont voté contre, malgré l'assassinat de Anna Lindh, la ministre des Affaires étrangères, par un fou d'extrême droite 4 jours avant. Ça a été... Alors, il y a 2 histoires parallèles qui sont complètement incroyables, quoi. Mais voilà.
Et donc, malgré tout, donc, les Suédois votent contre. Et que se passe-t-il? Eh bien, la Suède a une croissance économique formidable, alors que la Finlande, son voisin, qui sont quand même très proches en termes de structure socio-culturelle, etc., ne marche plus du tout depuis. La croissance de la Suède a fait à peu près 20% de plus que la Finlande. Donc on voit bien que l'euro, c'est un boulet au pied, quoi, avec des pays aussi semblables. Effectivement, l'Angleterre, elle n'est pas rentrée dans l'euro parce que, en fait, c'est Soros et la spéculation qui l'a sorti, mais c'est une excellente chose pour eux, parce qu'en fait, ils se sont retrouvés à faire beaucoup plus de croissance que la France, grâce à cela. Oui. 2 fois, vous exagérez un peu. Mais... ouais. À Londres, c'est sûr. À Londres, c'est la ville de Londres. Mais bon, là, c'est parce que c'est le centre financier mondial. Le niveau de vie, c'est vrai, quand vous payez un restaurant, c'est le double de Paris, quoi, effectivement. Mais bon, c'est un centre financier mondial un peu hors sol, quoi, d'ailleurs. Donc voilà, donc pas de souci. Et vous voyez, moi je me rappelle en 94, l'Italie, à un moment donné, au moment où l'Angleterre se fait décrocher de la livre sterling, l'Italie qui était accrochée au franc, aux marques, etc., divise par 2 par rapport aux marques. Donc elle passe de 1 marque vaut 700 lire à 1 marque vaut 1400 lire. Est-ce que vous avez entendu parler d'une inflation complètement folle alors que la monnaie a divisé par 2 dans les années 95 en Italie? Pas du tout. Ça a permis de faire de la croissance de l'industrie, un peu d'inflation, parce qu'une division par 2, là c'est quand même monstrueux. Mais rien du tout, aucune catastrophe économique, aucun problème de dette, etc. Donc ça montre bien que là, de toute manière, vous regardez le projet de Brexit, ce qui est très intéressant sur le Brexit, c'est que ceux qui veulent rester dans l'Union européenne, donc le camp du Remain, n'a que des arguments négatifs. Il n'y a pas un argument qui dit voilà, le projet européen va nous amener ça, etc. En fait, c'est que des arguments négatifs, ça va être le cataclysme si on sort. Donc on voit bien l'état de décomposition du projet politique européen là-dessus. Alors, si vous avez d'autres questions sur l'euro, on continue. Sinon, on passe sur quelques idées de notre programme économique. Allez-y, monsieur. Allez, j'ai une question. Vous parlez de sortir de l'euro, mais pas de l'Europe. En fin de compte, c'est quitter la monnaie européenne. Oui. Mais plus ou moins rester dans l'Europe. Alors, j'ai bien l'impression que le problème, c'est l'Europe, c'est pas forcément l'euro. C'est sûr que... Parce que le problème, c'est que... Le problème, c'est que là, actuellement, on est en train d'augmenter la dette, déjà à cause de la classe et compagnie. Et en fin de compte, si maintenant on passe au franc à la place de l'euro, on va rester dans l'Europe et on va continuer à investir ou à donner des sous à tout ça, on s'en sortira quand même pas. Donc que ce soit l'euro... On s'en sortira déjà mieux parce qu'on aura retrouvé notre compétitivité, donc on va voir, même si on restait dans l'Union européenne en ayant notre monnaie, déjà on aurait de la compétitivité, on aurait des instruments pour faire des choses. Ah non, mais la dette, je vais vous dire comment on le résout, le problème. Il y a 2 solutions. L'UMPS nous a amené une dette de 2000 milliards d'euros. Donc soit on ne paye pas une partie et tout le monde va être extrêmement énervé, forcément. On dit, voilà, c'est impossible, mais il y a un moment donné où l'UMPS fonce tellement dans le mur de la dette qu'ils ne pourront pas payer, d'ailleurs. Soit on dit plus intelligemment, bon, on va la payer, mais pour que ce soit gérable et pas que ça étouffe toute l'activité, parce que le but, c'est pas que ceux qui sont rentiers, qui possèdent la dette, étouffent tous les autres. Il faut que tout le monde puisse vivre dans une économie. Eh bien, on va créer un peu de monnaie, donc la Banque de France créera un peu de monnaie pour rembourser cette dette. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y aura 3% de billets qui seront émis chaque année. C'est ce qu'il nous faut d'ailleurs pour faire fonctionner l'économie. Ça a un double avantage. Et ces 3% permettront de rembourser, on passera de 100 à 97 automatiquement l'année d'après. Vous comprenez ? Donc c'est un gros avantage. Sachez une chose, que les Anglais qui sont très malins et très pragmatiques, la Banque d'Angleterre a acheté 30% de la dette anglaise. Ça fait depuis 2008 qu'ils achètent de la dette. Et qu'est-ce qu'ils font ? La Banque d'Angleterre encaisse les intérêts de l'État et les redonne à l'État. De toute façon, elle redonne toujours les dividendes à l'État. Donc qu'est-ce qui se passe ? Déjà, les Anglais payent plus d'intérêts de dette sur 1/3 de leur dette. Et en un clin d'œil, ils peuvent faire baisser leur dette de 30%. Il suffit que d'un jeu d'écriture, que la Banque d'Angleterre, qui est l'émettrice de monnaie, dise « voilà, j'annule la dette publique anglaise, terminée ». Vous voyez ? Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi comme ça, parce que ça rendrait irresponsable les gens, vous voyez, si on annule la dette comme ça, etc. Mais sachez que les Anglais qui sont très pragmatiques utilisent ces instruments et très intelligemment. Alors, deuxième avantage. Alors là, on a des trucs économiques plus compliqués. D'ailleurs, il y a plein d'économistes qui passent à la télé qui n'ont pas compris. On va le dire de façon simple. Imaginez que vous avez une richesse d'un pays comme la France qui a 2000 milliards.
Imaginez que vous ayez beaucoup de croissance et que vous passiez en 20 ans à 3 000 milliards, d'accord? Inflation déduite, hein, de vraie richesse. Vous avez une certaine quantité de monnaie en face. La seule façon de créer de la monnaie à l'heure actuelle, c'est la monnaie dette, c'est-à-dire que c'est quand quelqu'un emprunte qu'il y a de création de monnaie. Vous savez qu'il n'y a aucun endroit où on peut créer de la monnaie. Les journalistes nous le répètent assez. Donc qu'est-ce qui se passe? Pour créer ces 1000 milliards de richesses, il faut bien sûr que la masse de monnaie en circulation augmente de la même manière. Et donc la masse de dette augmente. Vous comprenez? Et en fait, on est dans un système où forcément il y a des crises tous les 60 ans de dette, comme en 1929, parce qu'en fait, au fur et à mesure, la dette augmente avec la croissance du pays. Vous voyez? La dette globale, hein, de l'État, des entreprises, etc. Forcément, la dette augmente parce que la monnaie dont on a besoin n'est créée que par la dette. Donc c'est bien d'avoir un instrument, de créer un peu de planche à billets de façon raisonnable pour créer de la monnaie sans dette. Donc la planche à billets, c'est quoi? C'est la Banque de France, soit qui crée de la monnaie électronique, soit ce qui est la même chose, crée des billets dans la cave pour financer quelques projets, quoi. Vous comprenez? Voilà. La monnaie dette, la monnaie n'est créée que par de la dette, et donc forcément, elle finit par étouffer l'économie à un long terme, quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a ces crises cycliques du capitalisme tous les 50 ou 60 ans. Abraham Lincoln l'avait compris, il a voulu le mettre en place, mais il s'est fait assassiner pour une autre raison d'ailleurs, un petit peu après. C'était un gros débat aux États-Unis à la fin du 19e siècle, et Lincoln était pour créer de la monnaie directement et arrêter que les banques et la finance et Wall Street en fait étouffent l'ensemble du pays sous la dette, quoi, et sous ses propres intérêts. Voilà la deuxième utilité. Donc non seulement c'est pas fou de créer un peu de monnaie pour l'économie, mais c'est fou de ne pas en créer parce que là vous créez que de la dette et au bout d'un moment tout le monde étouffe. Avec évidemment des divisions de classe entre les rentiers et les autres. Alors, en fait, pour vous dire, on va simplifier le programme économique parce qu'on l'a fait trop touffu, on a voulu trop bien faire. Alors moi j'y étais pas, je suis arrivé pour le début de la campagne des européennes en fait, avant les européennes pour aider le staff du Front à trouver des arguments sur tous les sujets de l'Union européenne et économique. Et je suis resté avec un immense plaisir. Et en fait, ce programme de 2012 était un peu trop touffu. Et d'ailleurs, ça pose des problèmes, mais très simples. Hein. C'est qu'il y a tellement de choses que le journaliste, il va voir page 88, il note un truc, il interroge Marine là-dessus. Heureusement, elle n'a jamais oublié l'ensemble des mesures. Mais c'est même compliqué à défendre parce qu'il y a tellement de mesures que c'est trop touffu. Donc on va faire plus simple, plus précis, plus ramassé. En fait, ce qu'il faut faire passer, c'est que ce qui est essentiel pour la France, c'est de retrouver l'ensemble de ses souverainetés économiques. Parce que là, on est comme un bateau, sans gouvernail, sans voile, sans rien. On n'a aucune liberté, tout est actionné par Bruxelles, en fait, et pas forcément dans notre intérêt. Et donc, on veut retrouver tous ces éléments de souveraineté, tout simplement parce que ces éléments de souveraineté, ces outils économiques, c'est ça qui va nous permettre de redresser la barre. C'est ça qui va permettre de se mettre ensemble autour de la table et de régler nos problèmes, quoi. Alors le premier outil, je vous en ai parlé, c'est la finance avec la reprise en main de la Banque de France pour pouvoir bien gérer notre monnaie, pas forcément avoir une monnaie trop forte, ni trop verte, mais une monnaie qui est adaptée à notre pays. La deuxième chose, donc de la finance, je vous en ai parlé, c'est faire en sorte que la finance prête à l'économie. C'est un instrument de souveraineté économique qui va nous permettre que la finance aille prêter aux PME à l'économie réelle. L'économie de spéculation intéresse très peu de personnes et ne crée pas de richesse. Ce n'est pas par la spéculation qu'on crée de la richesse pour la France. De la même manière, prendre la main sur la finance, je vais vous donner un projet concret. Il y a un besoin très important en France, c'est d'isoler tous les bâtiments. À l'heure actuelle, il y a une politique de gribouille qui est faite là-dessus, personne n'y comprend rien. Alors, il y a des bouts de prêt à taux zéro pour certaines personnes, mais je suis sûr que personne dans cette salle, ou très peu, sauf ceux qui ont fait un projet il n'y a pas longtemps, savent. Il y a des subventions sur l'achat des fenêtres ou des choses comme ça, mais en fait, personne n'y comprend grand-chose. Ce qu'il faudrait faire, c'est faire en sorte, c'est un projet quand même très utile pour notre société, ça permet d'éviter le gaspillage d'énergie, donc c'est un lien avec le problème climatique, c'est un lien avec la consommation, donc l'importation de pétrole, donc notre indépendance géopolitique aussi, notre balance commerciale, tout ça. Donc il faudrait mettre des taux zéro à 15 ans pour tous les gens qui soient ménages, chefs d'entreprise ou les collectivités locales ou l'État qui veut isoler ces bâtiments. Avec la Banque de France, on peut se débrouiller pour soit le faire directement, soit fléché par une banque avec une petite commission, faire en sorte que tous les projets d'isolation soient faits à taux zéro. Un entrepreneur a un grand bâtiment comme ça, il y a 100 000 euros d'isolation à faire, on va faire travailler des entreprises locales, et ces 100 000 euros seront empruntés à zéro,
et l'entrepreneur va du coup se rembourser avec les économies d'énergie. Il a zéro intérêt à rembourser, il va rembourser directement son capital. Et les mesures seront simples et claires, du coup tout le monde le saura, et je pense qu'on peut faire vraiment remettre le bâtiment sur les rails sur ce sujet en même temps qu'on fait notre transition énergétique. Donc voilà l'intérêt de cette souveraineté sur la finance. La souveraineté aussi, c'est le patriotisme économique. Le fait qu'on puisse faire nos lois, on pourra faire en sorte que dans nos cantines, nos enfants puissent manger le plus possible français. Ça aura deux effets. Premièrement, on sera plus rassuré pour leur santé, parce que vous savez que les réglementations françaises sont quand même solides, et il y a des produits maintenant qui viennent de n'importe où dans la cantine de nos enfants. Et parfois, d'ailleurs, qui viennent concurrencer les produits français avec des normes que les agriculteurs français n'ont pas le droit, avec des pesticides que les agriculteurs français n'ont pas le droit de mettre, ce qui est complètement... Alors ça les rend fous, les paysans. Interrogez-les, ça les rend fous. Donc en termes de sécurité sanitaire, c'est bien, mais ça va aussi soutenir nos agriculteurs. Vous voyez, en fait, c'est un cercle. L'argent qui est dépensé par la nation retourne à la nation. Pas tout le temps, on va rester ouvert, ce qui permet de créer un cercle vertueux. Patriotisme économique, c'est aussi les entreprises stratégiques comme Alstom. C'est à pleurer d'avoir laissé couler et d'avoir passé Alstom à l'étranger sous l'abri de General Electric. Il aurait suffi que la Caisse des dépôts et consignations mette quelques milliards d'euros, c'est 3 ou 4 milliards d'euros, pour acheter la part de Bouygues dans Alstom, et qu'on ait encore notre constructeur de turbines de centrales électriques, qui est fondamental pour notre avenir, puisque l'avenir de l'énergie va passer beaucoup par l'électricité, forcément. Et même de nos centrales nucléaires. En fait, ils sont tellement fous. En fait, on sait que General Electric, qui est une boîte américaine maintenant, a le contrôle à plus de 50% dans l'entreprise qui fabrique les turbines des sous-marins nucléaires français. On est dans le délire. Et les turbines aussi, d'ailleurs, pour les centrales nucléaires françaises. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes d'après les gens d'EDF à Flamanville. Donc voilà l'intérêt. On pourra garder nos entreprises stratégiques et les protéger. Je peux vous dire que les Américains, quand il y a Dubaï qui veut acheter les ports aux États-Unis, une entreprise privée de ports américains, à ce moment-là, le gouvernement américain met son veto. Quand il y a une boîte chinoise qui veut racheter un très gros fabricant d'électroménager américain, le gouvernement américain, il met son veto. Il n'y a que nous qui ne savons pas nous défendre et garder nos entreprises stratégiques. Ça, c'est fondamental. Il y a le protectionnisme intelligent aussi, et cela, ça veut dire négocier nous-mêmes les accords de libre-échange. Alors, on ne va pas tout défaire, évidemment, mais on va faire en sorte quand même, par exemple, je pense qu'avec la Chine, qui protège énormément ses marchés publics, on va dire, messieurs les Chinois, vous protégez énormément vos marchés publics, c'est-à-dire que c'est impossible pour un Français de gagner un marché public, donc nos marchés publics ne sont pas ouverts à vous. Vous voyez, sinon, vous êtes quand même le roi des cons, quoi. Et donc, ça pose un problème. Donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir, par exemple, pour tout ce qui est un panneau photovoltaïque qui permettent de produire de l'électricité, c'est ce qui permet de produire de l'électricité le moins cher à l'heure actuelle. Ça dépend des régions, mais par exemple, il y a des centrales qui produisent 2 fois moins cher que les centrales nucléaires françaises anciennes, donc déjà amorties, vous imaginez, qui est déjà un coût très bas. Donc, il faut travailler sur le photovoltaïque, et on pourra du coup commander à des entreprises françaises. Alors au début, il va falloir monter la filière, il faudra un peu de temps, mais on va pouvoir monter des filières de cette manière-là avec nos marchés publics et les protéger. On aura aussi l'État stratège qui permettra de gérer tout ça et d'aider à la création de ces filières. On aura aussi la main sur nos budgets, parce qu'à l'heure actuelle, tous les budgets sont discutés par la Commission européenne, qui disent attention, il faut sabrer là-dedans. Ça va nous permettre d'éviter de supprimer des postes de soldats et même de remettre des postes de militaires, puisqu'on n'a plus assez de militaires, d'augmenter notre budget de la défense, qui est beaucoup trop bas, à 1,5% du PIB, il faut qu'il soit au moins à 2%. Et tout cela, ça va nous permettre de pérenniser nos filières d'avenir de défense. Et les filières de défense, on sait que toutes les technologies de défense sont duales, c'est-à-dire qu'elles servent derrière dans le civil. En fait, généralement, beaucoup de choses sont inventées dans la défense pour derrière passer dans le civil. Donc ça aussi, ça sera créateur de richesse pour le pays à terme. Il y a aussi une autre chose importante, c'est qu'on va remettre en place tous les services publics, c'est-à-dire que le train, pour tous ceux qui ont un certain âge, vous savez que la SNCF, ça va de mal en pis, c'est-à-dire que vous payez les billets de plus en plus cher. La stratégie est tellement intelligente que maintenant les gens ne prennent plus le train, quoi. Tellement les billets sont chers, donc ils augmentent les prix du train, et du coup les gens ne prennent plus de train. Donc c'est dans un puits sans fond. Et la SNCF était beaucoup... Donc dans 2-3 ans, il y aura une concurrence totale avec l'Union européenne sur les lignes de train, donc la SNCF va être complètement démantelée.
De la même manière que EDF a des problèmes absolument colossaux, et cette entreprise qui est un autre joyau, qui nous a permis d'avoir l'énergie la moins chère d'Europe, va peut-être être démantelée si on continue comme ça. Donc il faut absolument remettre en place ces services publics. Mais uniquement à cet endroit-là, on n'est pas pour étatiser tout, mais on dit EDF, la Poste, et donc la SNCF, service public. Autre chose, on est tout à fait pro-entreprise aussi. On n'est pas des étatistes, on veut que l'État soit à sa juste place. Donc pour les entreprises, ce qui va être important, c'est de jouer sur les financements, on en a déjà parlé, sur les délais de paiement pour qu'ils soient payés en temps et en heure, ça c'est deux choses très importantes. Sur la création d'entreprises aussi, en faisant en sorte qu'il y ait beaucoup de capital risque, donc il y aura une petite part de l'assurance vie qui ira en capital risque, qui nous permettra d'avoir un capital risque au niveau américain. Il suffit qu'on prenne 2% de l'assurance vie aille en capital risque privé, donc si vous investissez 1 000 €, vous avez un avantage fiscal, et en échange, l'État vous demandera d'avoir 20 € qui soient investis dans des entreprises, dans des boîtes de capital risque, pour financer toutes les nouvelles entreprises, ou de capital développement, pour financer toutes les vieilles entreprises qui sont en projet de croissance. C'est comme ça que la Silicon Valley s'est montée, et c'est un gros travers du capitalisme français, puisqu'on n'a pas assez d'argent de capital risque. Dernière chose, on ne va pas faire de promesses sur des baisses d'impôts massives comme vont le faire, baisse de dépenses publiques massives, baisse d'impôts massifs comme va le faire l'UMP. De toute manière, ça fait 30 ans qu'ils le promettent et ça ne fonctionne pas. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'il y a des impôts qui sont trop élevés, il y a des impôts partout, et il y a des impôts trop élevés, c'est très clair. Donc ce qu'on fera, c'est que la croissance va générer beaucoup de rentrées fiscales, et ces rentrées fiscales devront en partie être affectées à des baisses d'impôts. Parce qu'effectivement, le niveau de l'impôt est parfois complètement étouffant. Voilà, donc, et grosso modo, quand on aura retrouvé toutes ces souverainetés, le but, c'est de retrouver un fonctionnement normal de l'économie. C'est-à-dire, il y a des gains de productivité dans l'industrie, de la croissance de l'industrie, donc il y a des hausses de salaire partout. On se retrouve avec une hausse de la demande, une hausse de l'offre, et donc, de nouveau de la croissance, de l'investissement, des gains de productivité, etc. On veut un cercle vertueux. À l'heure actuelle, c'est un cercle vicieux. On fait de l'austérité, on baisse les salaires, donc il y a moins de demande, donc il y a de la récession, une croissance nulle, etc. Et on tourne dans ce sens-là, dans le sens négatif. Nous, on veut retrouver le sens positif de la croissance, comme on l'a toujours fait avant cela, quoi. Avant l'Union européenne et toutes ces lois ultralibérales qui ont été mises en avant. Voilà, donc... Pardon ? Tout de suite. Normalement, c'est... par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui a discuté avec Roberto Lavagna, l'ancien ministre des Finances de l'Argentine, quand ils sont sortis du lien avec le dollar. L'économie argentine était dans un état catastrophique parce qu'elle était liée au dollar. Donc, en fait, les Argentins avaient la monnaie américaine pour monnaie, comme nous, on a la monnaie allemande, parce qu'en fait, c'est à peu près ça. Il nous a dit, première chose, une fois qu'on a fait notre dépréciation, et la dépréciation était dingue, parce que les Argentins étaient allés beaucoup trop loin, c'était l'équivalent de la Grèce d'aujourd'hui. Donc ils ont divisé par 3 leur monnaie, ce qu'aurait besoin à peu près la Grèce, 2 ou 3. Ce qui n'est pas du tout notre cas. Déjà, premièrement, ils avaient des financiers qui leur proposaient de l'argent une semaine après. Deuxièmement, donc ils n'avaient pas de problème de financement, parce qu'il y a de l'épargne, donc à qui prêter de mieux que l'État, de toute manière. L'État français n'a jamais fait défaut depuis 200 ans. Deuxième chose, l'économie est repartie dans les 2 mois. 2 mois après, et ensuite on avait 8% de croissance en Argentine pendant 6-7 ans, jusqu'en 2010. Alors, soyons honnêtes, il y avait eu 8% de croissance, disons qu'il y en avait 4 ou 5 qui étaient dus au fait que l'économie tournait normalement, il y en avait 3 qui venaient du fait que l'Argentine a profité du boom chinois qui s'est mis à importer des matières premières d'Argentine par tombereau, quoi, notamment du soja, du bœuf, etc. Donc il y a un effet artificiel Chine, mais il y a l'effet de la dévaluation et de retrouver le cours normal des choses. Donc ça ira très très vite. Après, reconstruire toute l'économie et qu'on n'ait plus ces 6 millions de chômeurs, voilà, il faudra pas mal d'années. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 98-2001, en fait, il y a eu 3% de croissance par an. Et il y avait à peu près 300-400 000 créations d'emplois par an. Donc on arrivait à faire baisser le chômage de façon franchement importante. On peut le refaire sans aucun souci. En fait, la seule limite dans une économie qui est bien dirigée, l'inverse de ce qu'on fait, c'est la capacité de travail et l'envie de travail des gens. C'est la seule limite dans une économie qui est dirigée normalement. Or, il y a effectivement aussi des systèmes pervers qui ont été mis en place
Et il faudra les défaire aussi pour redonner envie aux gens de travailler. D'abord au fond, évidemment. Allez-y. Après. Je reviens à ce que vous disiez sur la première partie de la conférence. Vous avez expliqué, en fait, je comprends bien que l'euro est une aberration économique, donc c'est l'idéologie. Parce que là, il y a une idéologie qui est organisée par un système comme Marine Le Pen. Moi, je pousse un peu votre scénario, donc Marine Le Pen est arrivée à l'Élysée, une majorité parlementaire, je pense qu'il faut. Est-ce que ce système se laissera faire? Est-ce qu'on peut pas imaginer, parce que c'est complètement fantasme, d'imaginer que, comme d'autres pays, le système fait peur, le Brexit ou l'Autriche il y a 15 ans, ou actuellement la Russie avec les sanctions, est-ce qu'il y a un système qui ne cherchera pas à se défendre, à aller jusqu'au bout, à s'enfermer dans l'absurdité, je ne sais pas, via des sanctions, via une déstabilisation? Est-ce que toutes les institutions qui actuellement prônent cet euro, qui est une aberration économique, se laissera faire et acceptera le vote? Alors, c'est une très bonne question. Alors, les États vont se laisser faire. Pour une chose simple, c'est que par exemple l'Allemagne, en fait, nous n'avons pas besoin de l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui a besoin de nous. Parce que la démographie négative de l'Allemagne est une catastrophe pour eux. En fait, la réalité du rapport de force avec l'Allemagne, c'est l'inverse de ce qui est. Si vous allez voir des économistes allemands et vous leur dites « on n'a pas besoin de vous, c'est vous qui avez besoin de nous parce que vous avez un marché intérieur qui va décroître », ils vous comprennent très bien. Donc, premièrement, on n'aura pas de problème avec l'Allemagne à cause de cela. Et avec les autres États. Puis bon, au pire, de toute manière, la France est assez puissante pour ne pas avoir de problème. On est au Conseil de sécurité de l'ONU, on a l'arme nucléaire, on a l'armée la plus forte d'Europe continentale sans problème, donc on n'aura pas de problème. À la rigueur, c'est le secteur de la finance qui va essayer de nous embêter. Et les États-Unis qui ont essayé de l'instrumentaliser. Mais vous en faites pas, si on gère ça bien, on y a réfléchi et on sait comment faire par rapport à tout cela. Moi, j'ai travaillé dans les marchés financiers. Je peux vous dire, par exemple, les traders américains se sont amusés à un moment donné, en 97, pendant la crise asiatique. En fait, ils s'amusaient à faire monter les taux d'intérêt de Hong Kong, qui avait une monnaie fixe, donc par un petit mécanisme, et derrière, ils s'amusaient à balancer des milliards d'euros, à vendre des milliards d'euros d'actions à découvert, à spéculer à la baisse sur des milliards d'euros d'actions. Ils se sont retrouvés, je crois, avec 30 milliards d'euros, et ils avaient fait effondrer la bourse de Hong Kong de 30 ou 40%. Le gouvernement hongkongais, qui est loin d'être idiot, et qui avait toutes les manettes du pouvoir, d'où l'intérêt, en fait, il a dit, ok, vous jouez à ce jeu-là, on va prendre la banque de Hong Kong, et ils ont acheté 10 milliards d'euros d'actions. L'équivalent de 10 milliards d'euros d'actions le premier jour. Donc ils ont fait monter la bourse de 8%. Donc évidemment, tous les Goldman Sachs et spéculateurs de la Terre commençaient à prendre peur. Et là, ils l'ont annoncé. Puis ils ont dit, on achètera jusqu'à ce que vous craquiez. Et donc ils ont acheté 10 milliards, puis 8 milliards, puis etc. Ils se sont retrouvés avec 60 milliards d'euros d'actions. Et tous les financiers se sont coupés, en fait, ont perdu et ont tout racheté, et la bourse s'est réenvolée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand vous avez le pouvoir de la Banque de France, si vous le gérez intelligemment, à ce moment-là, vous êtes forcément plus fort que les financiers. C'est vous qui avez la main sur la monnaie, c'est vous qui avez la main sur le système financier, et vous pouvez acheter sans problème. Ils ont revendu 2 ans après au double du prix cet ensemble d'actions qu'ils avaient acheté tout en bas parce que les Américains... Voilà. Si vous n'avez pas de souveraineté, par contre, vous pouvez vous faire avoir. Donc il faut bien gérer la phase de transition, les délais, etc. Mais franchement, on ne peut pas tout vous dire sur ce qu'on va faire, parce qu'il y a une partie secrète, si on le disait, ça serait inventé, mais on a un plan pour faire face à cela, et c'est jouable. Mais il est très possible que le système se défende. Après, le Brexit va changer les choses. Si à Brexit, on rentre dans une décomposition réelle de l'Union européenne qui fait face à la décomposition politique, quoi. Une autre question là-haut? Oui, vous parlez de la dévaluation. C'est formidable depuis l'accélérateur. Tiens-moi d'abord, l'Italie, elle est habituée à ce système, elle était habituée à l'euro. Sauf qu'elle n'a jamais fait les réformes structurelles. Si nous on fait la même chose, on aura un coup d'accélérateur. Après, je ne suis pas d'accord sur votre taux de 8%, je pense plutôt 20% si on sort. Par rapport à l'Allemagne, je dis 25% par rapport à l'Allemagne. Mais on n'a pas besoin de d'évaluer par rapport à l'Italie, par exemple. Je veux dire, donc effectivement, on évalue puisqu'on sort de l'euro. Ça nous donne un coup d'accélérateur aux exportations. Ça dure 4 ans. Si vous ne faites pas les réformes structurelles, vous revenez dans le même schéma. Pour moi, la dévaluation, c'est l'arme des faibles, des États faibles qui ne savent pas restructurer. Et là, actuellement, on est limité, effectivement, parce que nous, on n'a pas d'outil de production, on n'a pas fait les réformes, et on ne peut plus l'évaluer. Pour moi, le problème de l'euro, c'est ça. Alors, vous avez raison, ça dure qu'un temps, mais déjà, ça vous remet à flot
dans un premier temps. Ça vous fait 6-7% de croissance, ça fait respirer toutes les entreprises. Donc c'est déjà quand même une très bonne chose. C'est-à-dire que toutes les entreprises vont retrouver de la trésorerie, du dynamisme. Parce que les entreprises sont coulées depuis 10 ans. La deuxième chose que ça donne, moi je vous ai dit, on a 30 milliards de rentrées fiscales en plus si on sort de l'euro, avec les pourcentages de croissance qu'on prend. Ça va être utilisé pour baisser les impôts qui sont excessifs et qui bloquent un peu le système. Ça, je suis d'accord avec vous. Par contre, votre vision, la dévaluation, c'est l'arme des faibles, c'est une vision allemande. Moi, je ne pense pas du tout à ça. L'Allemagne a la monnaie la plus forte du monde. L'Allemagne a la monnaie la plus forte du monde. La force de la monnaie française, c'est à peu près la force du dollar. Ce n'est pas une force ridicule, hein, c'est une monnaie solide. Mais en fait, ce qui est très important à comprendre, et ça c'est ce qu'on n'a pas compris et ce qu'on nous serine depuis 30 ans, on veut faire de nous des Allemands. C'est-à-dire depuis 5 ans, on nous dit qu'il faut faire comme les Allemands. Rappelez-vous, entre 1995 et 2005, il fallait faire comme les Américains. En fait, non, il faut faire comme des Français. Ouais, c'est-à-dire, les réformes qu'on fait, comme des Français. Les Allemands, on pourrait effectivement se dire on va faire les réformes comme les Allemands. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Allemands? Ils ont mis des salaires à 1 euro. Et en fait, ils ont mis des mini-salaires et ils vous ont dit voilà, vous êtes obligé d'accepter le job, même si vous divisez votre salaire par 2. Mais ça, faites-le en France. Alors, on pourrait dire théoriquement, vous pouvez le faire en France. Mais regardez ce qui se passe quand en France, déjà, vous essayez de détricoter la loi travail, le droit du travail. Vous voyez que tous les Français sont dans la rue. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas gouverner le peuple français comme le peuple allemand. Il y a une chose qui est très importante. C'est Emmanuel Todd qui le montre dans son Histoire des familles. Le peuple français est basé sur des familles, sur la liberté et l'égalité. Les deux notions de liberté et égalité, de partage de l'héritage. Et donc, on est sur... D'ailleurs, regardez, c'est la devise du peuple français. Liberté, égalité, auquel on rajoute fraternité pour lier le tout. Le peuple allemand est basé sur une famille souche. Comme le peuple italien, basé sur l'autorité et l'inégalité du partage de l'héritage. Donc l'inégalité, ils le supportent très bien, les Allemands. Et je vais vous donner les différences qu'on voit. Quand on parle avec des économistes allemands, moi j'ai parlé avec les économistes de l'AfD, ceux qui ont fondé l'AfD après, avec Bernd Lucke et tous les autres, et les économistes français comme Sapir Cotta. Quand vous parlez avec des économistes allemands, ils ne vous parlent jamais du peuple. Et les économistes français vous parlent du peuple. Les économistes allemands sont intéressés par la puissance du pays et nous par le peuple. Moi, je ne critique pas les Allemands, mais ils sont sur cette base-là, vous voyez. Alors que le peuple français ne peut pas gérer sur cette base-là. Et quand on veut gouverner, ce qui est le plus important, c'est que vous devez gouverner avec les qualités de votre peuple. Je veux dire, vous ne pouvez pas gouverner en rêvant que votre peuple soit le peuple allemand. Ce qui est, je peux vous promettre que c'est rentré tellement dans la tête des gens que j'ai vu les patrons de Thales, une boîte quand même créée par l'État français, avec le génie français, et se marrer avec Augustin de Romanet, l'ancien président de la Caisse des dépôts, et 4 ou 5 patrons, et j'étais choqué, je suis intervenu, et ils disaient qu'en fait, ils auraient rêvé d'avoir des salariés allemands. Mais ils sont là pour diriger des salariés français, et qui ont des qualités tout autres que les salariés allemands. Vous comprenez? C'est fondamental. Les réformes structurelles, en plus, c'est des réformes pour détricoter le droit du travail. Que le droit du travail soit trop complexe, il est aussi gros en Allemagne qu'en France. Première chose. Deuxième chose, le vrai problème, ce n'est pas un problème de taille du droit, parce que la taille du droit n'est pas si grande, c'est un problème de jurisprudence. Et vous le savez, il y a un problème de justice. Je veux dire, le fait que Kerviel, on lui dise, en fait, vous ne devez pas rembourser l'argent que vous avez fait perdre à Société Générale, et je connais pas mal le sujet, je veux dire, il ne faut peut-être pas déconner, il a joué 50 milliards d'euros, et je peux vous dire qu'il l'a fait tout seul. Société Générale, ils ont des milliers de traders de génie. Je peux vous dire qu'il n'aurait pas donné à Kerviel, qui était un des traders qui était justement dans une filiale où on faisait des choses très peu intéressantes. C'est pour ça qu'on ne l'a pas surveillé. Et qui faisait tellement de milliards d'opérations par jour que finalement, ils sont paumés dedans et qu'ils ont été arrogants. Mais vous voyez, quand un juge va vous dire, voilà, t'as failli faire couler la 4e banque française, en fait, t'es pas coupable pratiquement. Vous voyez qu'il y a un problème avec la justice, mais vous voyez aussi avec les crimes de droit commun, etc. Donc le sujet du droit du travail, il est plus complexe que ça, et il a aussi à voir avec la façon dont sont jugées les affaires. Les réformes, voilà ce que je peux vous dire. Et là où monsieur a raison, c'est qu'il ne suffit pas d'être compétitif si on se bride nous-mêmes avec une réglementation qui est complètement tordue. Elle ne vient pas de la France, elle vient de l'Union européenne, et ça, cette réglementation, il faut arrêter, ouais. Je suis d'accord, mais moi je suis agriculteur, je peux vous dire qu'en France, on a toujours plus blanc. L'Europe, c'est une bêtise ahurissante, et là, on a dans la politique, je veux dire, en France. Tout à fait d'accord.
Tout à fait d'accord. Et ça, il faut arrêter. Si on ne légifère pas, on a beau être compétitif. Moi, je suis d'accord sur la réglementation. Il va falloir. Je ne suis pas un juriste spécialiste, mais il paraît de bon sens évident que déjà, on ne change pas les règles tous les ans. Vous voyez, pour les électriciens, ils ne savent plus quelle est la nouvelle réglementation, tellement la réglementation change. Il faut mettre des règles en place en disant, voilà, les règles, elles ne peuvent changer que tous les 5 ans, par exemple, ou 10 ans. Vous voyez ? Et je suis d'accord qu'il faut simplifier ces règles, et ce tissu de règles, c'est absolument essentiel. Tout à fait d'accord avec vous. Encore 2 questions là, ici, et puis après au fond. Par rapport à l'exportation, la performance de l'Allemagne, elle ne vient pas du fait qu'ils sont sur les mêmes clients. Eux font les prix qu'ils veulent, parce qu'ils sont dans des niches, ils ont des PME, qui sont sur des niches très précises, il suffit de prendre un outil, des boîtes comme ça, et ils n'ont pas la performance qu'ils appliquent au prix qu'ils veulent. Il n'y a pas la performance, et nous, on est toujours avec les autres sur le même niveau. Pas toujours vrai. Et puis je vous ferai remarquer que les Allemands, ils sont super. Je vais vous dire, moi j'ai envie de vanter le génie français. Quand Peugeot, il fait les 24 heures du Mans en face d'Audi, qui sont des marques géniales, etc. Il arrive avec un très petit budget à concurrencer Audi et parfois être devant. Quand Renault fait des moteurs de Formule 1, Renault fait des moteurs de Formule 1 qui sont meilleurs que les Mercedes. Donc il y a un génie français clair. Après, il y a un génie allemand aussi. Un génie d'ailleurs qui est lié aussi à la discipline allemande. Mais la discipline allemande, on sait jusqu'à quel point de bêtises elle peut les conduire. Ça, c'est le grand danger de l'Allemagne. Et les journalistes allemands vous le disent, que parfois ils peuvent se perdre. Après, vous avez raison, ils ont de la chance les Allemands, ils ont des entrepreneurs qui investissent à plus long terme, qui sont peut-être moins jouisseurs, parce qu'il y a quelques entrepreneurs français qui sont parfois jouisseurs. Il y en a qui vendent leur boîte alors qu'il y a 200 salariés, ils se font 10 millions d'euros, ils la vendent et ils vont profiter de la vie. Et j'ai étudié des dossiers comme ça m'a fait mal au cœur. Ils le vendent en plus à des étrangers, c'est-à-dire qu'ils préfèrent le vendre 20% plus cher plutôt que de garantir. Il y a un vrai problème, mais on fera avec les entrepreneurs qu'on a. On fera avec les entrepreneurs qu'on a qui sont parfois moins sur le long terme que les entrepreneurs allemands. Après, le facteur coût, je vais vous dire un truc. Moi, je vous remets ce graphique. Avant l'euro, on avait pratiquement le même excédent commercial que l'Allemagne. Après l'euro, les courbes ont complètement divergé. Pourquoi ? C'est bien parce qu'il y a eu le facteur coût. Mais quand on prend à 3 000 €, que vous pensez en face de Renault, ils vendent une voiture à 1 000 €, il y a 10 000 € de delta. Donc l'Allemand, il peut augmenter ses salaires, il peut augmenter les salaires des ouvriers, il est létal, il peut donner 7% pour le français, il ne peut rien donner. Moi, je vous parie que si on sort de l'euro, l'Allemagne aura d'immenses problèmes. D'immenses problèmes. Parce qu'on est leur clientèle. Et je vais vous dire, l'Allemagne, ils sont tellement bons stratèges que là, ils ont des générations qui sont 2 fois plus petites que les générations d'avant. Ils vont faire comment ? Parce que quand vous avez 1,3 enfants par femme, vous chutez quasiment d'un facteur 2 toutes les générations. Ils vont gérer comment leur transition démographique ? Plus de consommation. En tout cas, je vais vous dire, c'est pas à la France de le gérer, mais ils n'auront plus de consommation. Voilà. Une dernière question ici. J'espère qu'elle ne sera pas barbante parce que c'est une question technique. On a évoqué tout à l'heure la phase transitionnelle au moment de la sortie de l'euro et de la réintroduction du franc. Et bien, les Grecs ont essayé, enfin, Gibbs avait un plan un peu underground et il a bien étudié la chose avec une équipe resserrée sur la manière de réintroduire une monnaie nationale. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, la Banque européenne n'a plus fourni des liquidités aux banques nationales et ont asséché très rapidement ce qui peut déclencher un mouvement social de très grande ampleur. Le même problème technique se posera au moment de la réintroduction du franc. Si les eurocrates décident d'assécher tous les distributeurs de la France en un week-end et demi. Alors, je vais vous expliquer déjà. Si on a un acte de guerre économique, c'est ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne vis-à-vis de la Grèce, c'est-à-dire on assèche vos banques. Donc si vous achetez les banques, derrière l'État est asséché et puis toute l'économie est asséchée, toutes les entreprises qui doivent emprunter. Si on a un acte de guerre économique que fait la Grèce, que fait la Banque Centrale, on sort immédiatement de l'euro. Le lendemain. Il faut avoir le papier. C'est-à-dire il faut avoir les billets. Voilà. Ah ben non, mais dans les distribanques, les billets, déjà, on a le droit de les imprimer, les billets. C'est aussi notre monnaie, l'euro, déjà. Donc déjà, on a des fabriques de billets, puis on a des billets. Et c'est de la monnaie électronique, le problème. Et dans ce cas-là, c'est la Banque de France qui créera de l'euro. Vous voyez, donc déjà, et on le dira,
On n'aura pas de problème, on le dira avant. Tant mieux si la Banque centrale nous entend. À un moment donné, c'est que de toute manière, on le fera. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je connais bien le sujet parce que Jacques Sapir m'en a parlé. Parce que Sapir est celui qui a conseillé l'équipe de Varoufakis. Et franchement, ouais, les Grecs n'étaient pas très avancés sur le sujet. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas beaucoup réfléchi au sujet, quoi. Et puis le problème qu'ils ont eu, c'est que Tsipras... Ils ont eu un problème, c'est que Tsipras, le président, ne voulait pas sortir de l'euro. Donc c'est pour ça qu'ils n'en ont pas fait. Et le plan de Varoufakis, c'était très compliqué. Parce que Varoufakis, malheureusement, à mon avis, est infaisant. Il s'est dédoublé au moment où Tsipras a fait son énorme trahison du peuple. Je fais voter le peuple, il me dit oui, ah ben je fais non. Ce qui est quand même, je veux dire, c'était vraiment honteux, cocufiage énorme. À ce moment-là, Varoufakis s'est dédoublé. Mais Varoufakis n'est pas non plus un possible sauveur de la Grèce. Parce qu'il a l'admiration de l'Union européenne, et quand vous regardez ce qu'il dit, c'est un faisant, c'est un faux, quoi. Voilà, c'est un faux, et je pense que les Grecs sont au courant et s'en méfieront. Voilà, c'est juste le système qui s'est dédoublé. Au cas où Tsipras tombait, il y avait un coussin de sécurité qui était le faux héros Varoufakis, quoi. Et en gadget, les bateaux pleins d'or qu'il a confiés aux Amerlocs, ils reviendront un jour. Ah non, nous, on n'a pas confié des bateaux pleins d'or. C'est l'Allemagne qui a confié des bateaux pleins d'or. Et les Américains ne veulent pas leur rendre. Ou comme on le doute. Vous avez raison. Bien. Écoutez, je crois qu'on peut applaudir. Merci.